Emmanuel Navon, Boker Tov. Boker. Bonjour, je rappelle que vous êtes professeur en relations internationales à l'université de Tel Aviv et je voudrais que nous parlions avec vous ce matin de cette visite éclair de Jared Kushner en Israël, qui était accompagné aussi de Jason Greenblatt, le proche conseiller du président américain Donald Trump pour le Proche-Orient. Une visite rapide avec des rencontres intenses entre Jared Kushner et Jason Greenblatt et le Premier ministre à Jérusalem et le leader de l'autorité palestinienne à Ramallah. Est-ce que l'on peut comprendre comment, 5 mois après l'arrivée de Donald Trump, eh bien, on a le sentiment que les choses piétinent, que le président américain n'a toujours pas arrêté de positionnement concernant le conflit israélo-palestinien, concernant le règlement du conflit, et qu'on en est encore au stade de l'étude des positionnements des Israéliens et des Palestiniens? L'impression que l'on a à ce stade, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est qu'on en est encore au stade de l'étude des positions des différentes parties. Alors d'un côté, on a effectivement un président américain qui aurait pu s'éloigner de ce dossier épineux. Or, il ne l'a pas fait. Il a décidé au contraire de s'y investir en dépit des obstacles que l'on connaît, en dépit également des échecs qui ont été ceux de ses prédécesseurs sur ce dossier particulier ces 20 dernières années. Or, il a décidé de s'investir dans ce dossier. Il a également nommé Jason Greenblatt qui, d'une certaine manière, je dirais, a étonné pas mal de gens parce que bien qu'il soit lui-même, que son background soit celui d'un juif orthodoxe qui a étudié également en Israël, il a rencontré tout le monde, il est venu avec une vision qui semble équilibrée, qui semble acceptable par toutes les parties. Et puis ensuite, il y a eu effectivement le discours de Donald Trump lorsqu'il était en Israël il y a à peu près 2 mois, dans lequel il est resté très vague finalement. Il a parlé de la paix, de la nécessité d'arriver à la paix. Il a parlé effectivement également de l'isolation de l'Iran et de sa volonté de créer une espèce d'axe sunnite contre l'Iran. Mais il est resté vague sur les détails. Et donc à ce stade, effectivement, on n'en sait pas tellement plus. Et on a le sentiment, en lisant les médias ou en lisant la presse israélienne de ce matin, en consultant les médias israéliens, à travers le communiqué publié par la Maison-Blanche tout de suite après la rencontre entre Kushner et Benjamin Netanyahou hier soir, que d'une certaine manière, l'administration Trump commence à comprendre que les choses vont être beaucoup plus compliquées qu'elle ne le pensait à l'origine et qu'il faudra du temps pour régler le conflit israélo-palestinien. Cela, c'est quelque chose que, on va dire, les Israéliens et peut-être même les Palestiniens savaient depuis longtemps. Oui, il y a effectivement, je pense, une prise de conscience de la complexité des dossiers. Sous l'administration Obama, entre parenthèses, l'approche était différente puisque beaucoup dans l'administration Obama, dont le président lui-même semble être convaincu de complètement maîtriser ce dossier, d'avoir la solution immédiate. Et sous l'administration Obama, on s'est aperçu rapidement qu'effectivement, c'était plus compliqué que cela. Et je pense effectivement que également du côté de l'administration Trump, alors il y a effectivement, il a gardé beaucoup des personnes qui étaient actives sous l'administration Obama sur la question du Proche-Orient. Mais la véritable question ensuite qui se pose, c'est est-ce que l'administration américaine, qui a quand même beaucoup d'influence sur les deux parties, adoptera une politique de tentative d'imposer les choses, ou bien si elle s'aperçoit qu'il y a trop de résistance des deux côtés et que le fossé reste trop important des deux côtés, finira par se désister. C'est ça la véritable question. Est-ce qu'il y aura un désistement ou au contraire une position d'imposition d'une solution aux deux parties? Et je dirais qu'il y a peut-être une autre question aussi, et on pourrait l'affûter à travers ce qui s'est passé hier en Arabie Saoudite avec la nomination de Mahmoud Ibn Salman, le fils du roi Salman, au poste de prince héritier. Est-ce que finalement, on n'a pas le sentiment que, Donald Trump comprend que c'est important le processus de paix avec les Palestiniens, mais d'une certaine manière, la priorité reste l'Iran, la priorité reste la formation d'un front solide des pays sunnites face à la menace iranienne, et que de ce point de vue-là, eh bien, il y a véritablement un très net rapprochement entre les États-Unis, l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe, qui s'est traduit par l'isolement du Qatar et donc par cette décision de nommer comme prince héritier le prince Mahmoud Ibn Salman. Disons qu'il n'y a pas du côté de l'administration Trump ce qu'on appelle un linkage
de lier entre le conflit palestinien et le conflit global du Proche-Orient, chose qui très clairement existait sous l'administration Obama, en particulier sous son premier mandat, à savoir que finalement, si on voulait résoudre les gros problèmes du Proche-Orient, il fallait avant tout résoudre le conflit israélo-palestinien. Je crois que là, aujourd'hui, sous l'administration Trump, il y a une compréhension que ça n'est pas le cas, qu'il s'agit de deux dossiers différents, ce qui ne signifie pas qu'il n'y a aucun lien entre les deux, mais qu'effectivement, le conflit israélo-palestinien n'est pas, bien entendu, à la source des grands conflits entre les sunnites et les chiites, entre les Iraniens et les Saoudiens. Encore une fois, ça ne signifie pas que l'administration Trump va se désintéresser du conflit israélo-palestinien. Non, mais qu'il n'est peut-être pas prioritaire et que la priorité, c'est plutôt du côté du Golfe, quoi. Oui, mais n'oubliez pas que les pays sunnites n'accepteront pas de coopérer avec l'administration Trump en fermant les yeux complètement sur le dossier israélo-palestinien. Il y a une limite jusqu'à laquelle l'Arabie saoudite et les pays du Golfe pourront abonder avec l'administration Trump sans exiger une avancée également sur le dossier israélo-palestinien. Est-ce que l'on doit s'attendre à un durcissement du positionnement des Américains face à Mahmoud Abbas par rapport à la situation de Mahmoud Abbas face au Hamas aujourd'hui dans la bande de Gaza? Est-ce que comment on peut analyser aujourd'hui le positionnement des Américains face à Abbas? Écoutez, la position de Abbas, elle est telle qu'aujourd'hui, il est très contesté, puisque je vous rappelle que son mandat, il avait été élu à la présidence de l'autorité palestinienne en 2005 pour 4 ans, et on est aujourd'hui en 2017. Donc ça fait très longtemps qu'il a outrepassé son mandat. Il a 82 ans, il n'est pas en très bonne santé. Il ne contrôle pas la bande de Gaza. Donc c'est clair qu'il y a un problème de leadership et de légitimité, que ses successeurs potentiels commencent déjà à se placer sur les starting blocks, et que cela est lié également à la bande de Gaza, puisque la bande de Gaza est quand même une crise humanitaire. Il y a un problème politique, et celui du contrôle du Hamas, et que tout est lié. On sait que Mohamed Dahlan, qui était dans le passé responsable de la bande de Gaza, essaie de trouver une solution qui le placerait justement en ligne de front pour remplacer éventuellement Mahmoud Abbas. Donc c'est clair que la position aujourd'hui de Mahmoud Abbas est très fragilisée, même s'il parvenait théoriquement à arriver à un accord avec Israël, se poserait effectivement la question de la capacité du leadership palestinien après lui de préserver un tel accord. Et que dites-vous de l'impartialité, on va dire, de l'équipe américaine aujourd'hui? Parce que hier, tout simplement, ceux qui ont assisté, en tout cas aux images qui ont été diffusées sur la rencontre entre Binyamin Netanyahou et Jared Kushner, ont remarqué que autour de la table, eh bien, il y avait Jared Kushner, il y avait Jason Greenblatt, il y avait David Friedman, il y avait Ron Dremer, l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, et Binyamin Netanyahou. On va dire, c'est du côté des Américains, c'est une dream team pour les Israéliens. C'est-à-dire, il n'y a pas mieux que ce genre de représentants américains du point de vue du gouvernement de Binyamin Netanyahou sur le plan de la défense de certains axiomes au niveau de la préservation, par exemple, des territoires, de la Judée, de la Samarie. Ce sont des hommes qui se sont déjà positionnés dans le passé très à droite. Comment peut-on parler d'une impartialité de l'administration Trump face à cela? Est-ce que ça ne crée pas de certaines appréhensions peut-être légitimes de la part des Palestiniens? Alors vous avez effectivement rappelé qui était hier dans le bureau du Premier ministre, Jason Greenblatt, également David Friedman, l'ambassadeur américain, Jared Kushner et Ron Dermer, 4 juifs orthodoxes, modern orthodoxes comme on dit en anglais, qui effectivement sont perçus par les Palestiniens comme pas du tout de leur goût. Je vous rappelle que même à l'époque de Clinton, le négociateur en chef pour l'administration américaine, Dennis Ross, qui est juif et qui n'est pas du tout orthodoxe et qui est très équilibré sur la question du conflit israélo-palestinien, était souvent accusé par les Palestiniens d'être pro-israélien parce qu'il était juif. Alors vous imaginez du point de vue des Palestiniens avoir une telle équipe, pour eux c'est clair qu'ils perçoivent ça comme étant tout à fait défavorable à leur cause et déséquilibré à l'avantage d'Israël. C'est clair que c'est la façon dont eux le perçoivent. D'un autre côté, il pourrait y avoir certaines surprises. J'ai déjà rappelé le fait que Jason Greenblatt fait des gestes en tout cas symboliques. Il a participé à des dîners de l'Iftar avec les communautés musulmanes.
il s'est rendu en Arabie Saoudite. Clairement, il essaie en tout cas d'avoir une position beaucoup plus avenante vis-à-vis des Palestiniens. Et il n'est pas impossible, on ne sait pas, qu'il puisse également surprendre là-dessus. Et d'une certaine manière, les Palestiniens, eux, ont une certaine raison de se dire peut-être que nous allons avoir du mal à obtenir satisfaction face à une telle équipe. Oui, c'est clair que les Palestiniens, eux, se considèrent un peu aujourd'hui, avec la nouvelle administration Trump, en désavantage. Ils attendaient beaucoup, mais d'un autre côté, ils attendaient énormément de l'administration Obama. Et au bout du compte, après 8 ans de 2 administrations Obama, on ne peut pas dire que leur situation se soit tellement améliorée non plus. Donc là aussi, il faut bien faire la différence entre la façon dont les choses sont perçues et dont elles pourraient évoluer peut-être dans les faits, à savoir que Trump est tellement imprévisible qu'on ne sait pas. Il pourrait tout d'un coup décider qu'il a envie d'en terminer avec ce conflit, d'imposer certains paramètres, et lui aura beaucoup plus de capacité de faire pression sur Israël que ses prédécesseurs. Donc là encore, oui, d'un côté, pour les Palestiniens, c'est effectivement une équipe qui n'est pas du tout à leur avantage, mais d'un autre côté, encore une fois, les équipes qui étaient à leur avantage dans le passé, comme sous l'administration Obama, ça s'est pas traduit justement pour des résultats favorables à eux. Eh bien, Emmanuel Navol, merci de nous avoir éclairé sur cette visite de Jason Greenblatt et de Jared Kushner, les deux très proches conseillers du président américain Donald Trump en Israël et à Ramallah, pour tenter de relancer un processus de paix qui ne semble pas vouloir repartir. On en parle maintenant, apparemment, selon les médias israéliens de ce matin, pas avant le mois de septembre pour une relance. Merci d'avoir été avec nous. Et bonne journée, shalom. Merci, bonne journée, shalom. Voilà, nous allons retrouver dans quelques instants Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour, notre histoire, qui sera consacrée à l'affaire Kastner. Et en attendant de voir Eliana rentrer dans le studio, eh bien, une page musicale sur studiocalita.com qui nous est présentée par notre ami David Amara.